Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à cette émission Made in France qui nous permet de découvrir des gens qui agissent, qui font des choses qu'on ne voit pas forcément, mais dont l'intérêt de découvrir, l'altérité, les ponts. Toute ma vie, j'en ai rencontré, je me suis dit qu'un jour, c'était bien de les mettre en avant. Donc, on essaie de le faire modestement. Donc, ce soir, on accueille Rachida Belkacem. Rachida, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ambassadrice berbère. Tout à fait. D'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, je suis ambassadrice berbère et j'œuvre pour cette culture-là. Alors, moi, vous comprenez que je suis sensible à ça. Et donc, c'est un vrai plaisir de vous recevoir, de parler de ce qui me touche, d'une culture qui me concerne, comme d'autres sont intéressés par la culture. Donc, c'est qui Rachida Belkacem? Vous êtes né où? Vous avez grandi où? Vous êtes originaire d'où? Et comment vous êtes venu à vous intéresser à la berbérité? Alors, je suis née en Picardie. Je suis née en Picardie où j'ai effectué des études d'infirmière d'un papa marocain, donc berbère, qui arrivait en France dans les années 70 et d'une maman berbère également. Donc voilà, je suis née en province où j'ai grandi, où j'étais très sensible dès le départ à la culture berbère. Suite à ça, donc, je suis arrivée en région parisienne et c'est là où j'ai pu m'épanouir dans ce domaine-là. Et donc, vous êtes originaire d'où? Vos parents de Maroc, ils sont d'où au Maroc? Ils sont berbères d'où? Parce que les berbères, vous allez vous expliquer, c'est quand même des tribus, c'est pas... Il y a beaucoup de rois, c'est les mêmes rois, mais c'est beaucoup de tribus, non? Effectivement, moi je suis originaire de Ait Azmour, une région très connue au Maroc pour sa berbérité, une région qui depuis longtemps a préservé cette culture-là. Et effectivement, les berbères, on en trouve partout. On en trouve du Maroc pour aller jusqu'en Libye, on en trouve en Algérie, on en trouve en Tunisie. Effectivement, on fonctionne en forme de tribu. On trouve des chlouhs de ma région, on retrouve des Souss dans le sud du Maroc, on retrouve de la région du Rif. Si on va en Kabylie, de l'autre côté de la frontière, on trouve les Kabyles, une grande région qui est très connue pour sa berbérité. Et après, en Tunisie, où il y a un peu moins d'1% de berbères, on en trouve aussi en Libye, aux îles Canaries. Donc effectivement, c'est une population qu'on retrouve dans tout le Maghreb. Oui, parce que on parlait de l'Algérie, les Kabyles, mais il y a les Chaouis, les Mozabites, il y a les gens, les Touaregs, le sud. Vous avez parlé des pays, mais le Nord-Mali, le Niger, la Mauritanie, tout ça, c'est des peuplades berbères. Effectivement, les Berbères ont subi l'invasion et la domination de plusieurs populations. On trouve des Phéniciens, après les Phéniciens, la destruction de Carthage, il y a eu les Vandales. Suite aux Vandales, on a eu l'invasion des Arabes, l'invasion de l'Empire ottoman et la colonisation qu'on connaît tous. Donc effectivement, c'est un des tribus qui se revendiquent physiquement dans le berbère depuis plus de 5000 ans. Et donc du coup, ces invasions-là ont laissé des traces sur une population qui est restée, qui est une population qui est très rurale et très montagnarde, qui est restée principalement au Maghreb. Au Maroc, on trouve à peu près 40%. En Kabylie, ou enfin en Algérie, on trouve à peu près 30% de berbères. Et puis après, c'est vrai qu'en Égypte, il y avait des berbères, on n'en trouve quasiment plus. Mais effectivement, la population berbère s'étale géographiquement dans tout cet espace-là. Et donc, parce que certains disent que de toute façon, tout le Maghreb est berbère en réalité. Parce que c'est les gens qui se sont mélangés, il y a des mélanges, c'est aussi ça, les couches successives ont créé des liens, des mariages, de la mixité, non? Exactement. Souvent, quand on parle effectivement des berbères, on nous cantonne souvent à des revendications qui sont des revendications d'ordre politique ou des revendications d'ordre ethnique. Mais le fait de se réapproprier cette identité-là qui effectivement est une grande partie de cette région-là, parce qu'effectivement on définit un peuple par deux choses, par les limitations géographiques et par le parler, par la langue qu'ils ont en commun. Et on retrouve cette langue-là dans toutes ces régions-là, et je dirais même dans tous ces pays-là. Et aujourd'hui, cette langue-là, qui a longtemps été de transmission orale, c'est compliqué pour les personnes originaires de ces pays-là de pouvoir encore fonctionner tels qu'ils ont connu leur identité, leur culture, leur tradition. C'est tout un pan d'une culture que malheureusement on ne connaît pas encore ici en France.
et encore ailleurs. Donc voilà. Et c'est vrai que les pays d'origine enfin, les frontières artificielles qui ont été mises en place après, qui ont cantonné les berbères dans des pays, dans des nations, on n'avait pas retenu le berbère comme langue officielle, et l'écriture, le tifina n'avait pas été retenu. Donc ce qui fait aussi quelque part un déni d'identité, non? Tout à fait. C'est vrai que c'est compliqué de voir, à voir et se dire qu'il faut revendiquer quelque chose. À partir du moment où une revendication, c'est qu'il y a eu un déni. Et le déni, ça crée beaucoup de choses. Le déni, ça fait qu'aujourd'hui, dans certaines régions, moi, quand j'allais au Maroc, quand j'étais toute petite, j'allais chez mes grands-parents, on parlait essentiellement le berbère. Et quand j'étais dans des grandes villes comme Casablanca ou Rabat, on utilisait la darija, c'est-à-dire l'arabe local avec lesquels on échangeait. Et quand j'arrivais en France, on parlait le français. Et très tôt, je me suis questionnée sur le fait d'avoir une langue avec laquelle j'ai grandi, langue maternelle, paternelle, de mes grands-parents, avec lesquels j'échangeais aussi en berbère, car mes grands-parents ne parlaient ni l'arabe, et encore moins le français. Et je me suis posé la question sur l'importance de la transmission orale et tout ce qu'il y avait derrière une transmission orale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la langue. La langue, elle est porteur de beaucoup de choses. Elle est porteur d'une identité. Et une fois de plus, à l'heure actuelle, on parle beaucoup d'identité et je ne veux pas que ce soit une identité qui enferme. C'est une identité qui ouvre. C'est-à-dire une identité qui va pour le partage. C'est-à-dire que quand je rencontre une culture, je parle de ma culture pour enrichir l'autre et la culture de l'autre est là pour m'enrichir. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on est dans des revendications d'identité entre guillemets un petit peu meurtrières. Il y a la question de l'identité de nos parents, mais celle à laquelle on a grandi, c'est-à-dire que moi je suis française à part entière, mais se pose la question de me dire, bon, moi j'ai une identité, laquelle elle est. Et moi, très tôt, j'ai été très à l'aise avec mon identité, c'est-à-dire que je parlais le berbère, je ne voyais pas de difficulté de parler de cette identité-là. Et au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai eu deux chemins qui se sont faits à moi, c'est-à-dire le chemin où je rencontre des personnes qui, de par cette identité-là, se sont réalisées ou ont du mal à se réaliser. Et c'est là que moi, mon militantisme se situe à ce niveau-là. Et l'autre chemin de la revendication un peu politisée de certains, de se dire où il y a derrière un partage que j'aurais envie de dire, moi, personnellement, une revendication purement politique. Donc voilà. Donc c'est de voir. Alors, et vous allez dire ce que donc là, on commence à vous expliquer ce qu'est votre rôle d'ambassadrice berbère. Mais dites-moi, c'est-à-dire que avant d'arriver effectivement à ce truc, vous savez que ce terme souvent est contesté. Il y a des gens qui disent oui, on n'est pas berbère, on est amazir, parce que berbère ça vient de l'occupant, ça vient de ceci. Enfin, l'étymologie viendrait de là. Qu'est-ce que vous voulez leur répondre à tous ces gens? J'aurais envie de dire que faire une crispation sur un terme, c'est encore dévier du sujet. C'est-à-dire que berbère ou amazir, qui veut dire homme libre, et effectivement, le fait que berbère, ça définit un petit peu plus une population, je dirais que moi, je me considère comme berbère. Effectivement, je suis amazir. Mais se crispaliser encore avoir cette crispation juste sur un mot, ça me semble pas. Il n'y a pas de débat à avoir derrière. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on n'avance pas. On est encore avec des barrages qui sont purement des barrages de mots. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière quand quelqu'un vous dit ça? Ça, je me pose la question. D'accord, donc en clair, vous définissez, vous êtes à l'aise avec les concepts, les mots, vous pensez que ce qui est plus important, c'est l'action, les buts, les finalités, que les mots, ou même si les mots sont importants quand même. Les mots sont importants, à nous de les définir, c'est-à-dire que les mots, ils ont une définition et à nous de jouer avec, c'est-à-dire que dans mon parcours et depuis que j'ai la chance d'avoir, parce que je dis que ce titre c'est juste un prétexte pour moi, un prétexte pour investir des événements culturels, politiques ou même des événements qui peuvent se passer juste en bas de chez moi où on peut organiser des choses autour de certains thèmes. C'est un prétexte pour faire un pont entre l'art et la culture. Et aujourd'hui, on manque cruellement de culture. Et pour nos enfants, aujourd'hui, il est important de combler ce vide qui est actuellement utilisé autrement, un vide culturel, c'est-à-dire ramener la culture là où il y en a vraiment besoin. Alors au-delà de la ramener dans des quartiers ou dans des zones rurales en France, c'est aussi sortir
ces personnes-là, sortir ces enfants-là et les ramener vers autre chose. C'est-à-dire, je suis d'accord, moi, pour ramener quelque chose dans une cité comme on l'a tous fait, dans des organisations d'ateliers d'écriture, de peinture, etc. Mais aussi les sortir. Parce que les sortir aussi, ça permet d'avoir une vision. On manque de modèles aujourd'hui. Et je pense que pour un enfant aujourd'hui, quand il veut construire son avenir, il a besoin d'avoir un modèle pour se projeter. Et ces modèles-là manquent cruellement. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je pouvais me projeter. Moi, je suis une femme française aujourd'hui et je me dis que mes enfants ont beaucoup plus de modèles. Et aujourd'hui, je pense que c'était compliqué pour certains enfants de s'identifier sur des parcours. Et des parcours, il y en a. Des ressources, il y en a. C'est là que se définit mon engagement, de faire les ponts, de permettre à des choses d'évoluer sur des... Alors certainement, ça peut être des grands événements, mais ça peut être des toutes petites choses aussi. Ben vous définissez exactement le concept de cette émission, c'est de faire des ponts, de montrer, de donner de montrer à voir des gens qui font des choses et auxquelles on peut s'identifier, ou pas d'ailleurs, c'est ce qui s'appelle la démocratie, le libre choix. D'ailleurs, on va venir certainement sur les modes de fonctionnement des Berbères, Tajbert et tout ça, mais vous connaissez bien aussi les Berbères algériens, notamment les Kabyles. Il y a une raison particulière, parce que en off, on échangeait, vous connaissez bien, il y a une raison particulière pour que... Il y a une raison particulière. Il y a un peu plus de 15 ans, j'ai épousé un Kabyle qui était très axé sur l'identité kabyle. Et du coup, je connais très bien l'Algérie pour avoir y été au moins une vingtaine de fois et pour avoir été sur place, comme je l'ai fait au Maroc, voir exactement les gens, comment ils vivent. Et comme je parle le kabyle, comme je parle le chlouh, ça a été très simple pour moi d'aborder cette population. Et donc, par alliance, j'étais sensibilisée aussi à voir et les différences, mais aussi tout ce qui nous réunit. C'est-à-dire que, quelle que soit la culture que l'on a, il y a énormément de choses qui nous réunissent. Et qu'au-delà des frontières et au-delà des choses qui peuvent nous séparer, aller à la rencontre des gens là où ils vivent. C'est là que c'est important, comme en France. Aller là où les gens vivent, voir exactement quelles sont leurs attentes, être au plus près. C'est ça le plus important. Donc oui, c'est parce que je connais bien la Kabylie. Et donc vous allez, du coup, en tant que vous allez vers les gens pour leur apporter de la culture, de l'art, vous leur parlez de quoi quand vous les voyez sur leur identité, la magie Alors c'est vrai que j'ai peut-être pour habitude d'être très très curieuse et dès le départ j'ai voulu voir un peu comment surtout les femmes, moi j'étais très axée sur les femmes amazirs, la manière dont elles avaient et d'élever leurs enfants et de transmettre oralement. Et la place centrale qu'elle avait, la femme kabyle, ou la femme cholha, ou en tout cas celle que j'ai eu la chance de... Amazir, la chance que j'ai rencontrée, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses, il y avait énormément de richesses dont on ne parlait pas. Et voir les gens vivre, alors c'est vrai que c'est le travail du sociologue, mais moi, à titre personnel, je l'ai fait et c'est là que m'est venue l'idée aussi de construire des choses, de leur rendre un peu hommage et de mettre en valeur tout ça. C'est-à-dire qu'il y a ce patrimoine-là qui est très important et il ne faut pas qu'il se perde parce que s'il se perd, il y a des valeurs qui partent avec et il y a une partie de notre identité qui est porteur de ces personnes-là. Et c'est vrai, quand vous parlez du rôle de la femme, il faut savoir que dans les tribus berbères, à l'époque, il y a eu des reines, il y a des femmes, donc la Kaïna, la plus connue, mais il y en a eu d'autres. C'est pas... il y a eu, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on sait, c'est quand même déjà une certaine ouverture démocratique. Exactement. La femme, chez les Berbères, a toujours joué un rôle central, a joué un rôle un peu de personne qui décide. Et ça, on le retrouve dans certaines régions où malgré le concept que tout le monde a de se dire les femmes sont en second plan, c'est des femmes qui décident, c'est des femmes qui sont libres, c'est des femmes qui ont une manière de penser, une réelle réflexion. Moi, j'ai vu ce qui m'a tout de suite choquée quand j'étais en Kabylie, dans une région pas loin de Tizi Ouzou, qui s'appelle l'Arbaïna Tilassine, c'est ces femmes qui avaient 80-90 ans et qui étaient très intéressées de la politique nationale et internationale, qui échangeaient comme dans un débat et qui étaient investies de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie conscience citoyenne chez ces femmes-là. Et ça m'a choquée, à la fois ça m'a ravie. Et je me suis dit, voilà, à ce moment-là, oui,
il y a quelque chose, il y a des ressources. Choqué au bon sens du terme, parce choqué que les gens, positivement. Positivement, parce que les gens disent choqué, c'est comme si c'était négatif. Positivement. Mais souvent, c'est vrai que c'est, Positivement. on s'attend pas à ça, quoi. On s'attend pas à avoir des femmes de certain âge s'intéresser, poser des questions de sociétale. Tout à fait. La femme a un rôle sociétal important chez les Berbères, non? Tout à fait, et c'est pour ça qu'au cours de mon parcours, là, je vais intégrer un projet c'est un web magazine de 26 minutes qui retrace des portraits de femmes berbères au Maghreb, qui est mené par deux personnes, une qui s'appelle Ilham Merzani et Leila Hamdawi. Le projet donc s'appellera femmes berbères, les femmes berbères amazighes. Alors l'appellation, ça va certainement changer, et c'est un web magazine qui retrace un peu certains portraits. Elles vont s'arrêter sur des portraits et elles vont aller justement dans cette richesse. Alors le web magazine sera diffusé au Centre national cinématographique de Rabat et aussi sur Paris, incessamment sous peu. Donc il y a comme ça des projets faits par des personnes qui sont averties et qui permettent justement de remettre un peu de lumière là où il y en a déjà beaucoup. Mais c'est vrai que souvent on dit qu'une maison qui est bien tenue, on met ça sur le dos de la femme, c'est-à-dire chez les Berbères, on dit il a une femme qui règne sur les enfants, la famille, autant l'homme est sur le travail de ça, autant il y a une espèce de répartition qui est effectivement où la femme, c'est elle qui dirige un peu, c'est le ministre de l'Intérieur, un peu dans... Oui, c'est exactement ça, et au-delà d'être cantonnées au foyer, elles ont une vision globale, c'est-à-dire qu'elles sont décisionnaires dans leur vie, c'est-à-dire qu'elles prennent vraiment des décisions qui sont des décisions que c'est difficile pour certaines femmes de prendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de transition, mais il y a des schémas de famille qu'on retrouve, que ce soit de ma région à Etazmour jusqu'en Tunisie, puisque la Tunisie aussi, j'ai eu la chance d'avoir été là-bas. Et effectivement, il y a un rôle, mais le rôle, il est tellement méconnu qu'on les met en arrière-plan, alors que pas du tout. Dans la réalité des faits, pas du tout. Et nous qui avons été élevés, on sait très bien que nos mères pesaient sur les décisions, et pas des géraient moindres. les choses, et pas des moindres. Même si c'était conflictuel, il y avait une espèce de jeu, mais elles pesaient. C'est-à-dire que l'éducation, en clair, c'est pratiquement... le père essaie de donner un cadre, mais c'est pratiquement nos mères qui nous faisaient passer les choses en disant il est d'Algaze, il faut te comporter comme ça. Enfin, c'est un vrai guide dans la famille. Tout à fait, et en plus, ce qui est important, c'est que chez nos mères ou nos grands-mères, aujourd'hui on est tous parents, mais il y a cette transmission orale, ce patrimoine oral, longtemps, il a été un peu oublié, mis aux oubliettes, c'est-à-dire tout ce qu'on se transmettait en termes de poésie, de chansons, a été oublié, et maintenant ça commence à revenir, parce qu'il y a une vraie littérature. Alors on parle des littératures berbères et pas de la littérature berbère, car les littératures berbères, elles sont en pluriel parce que chaque littérature berbère a sa linguistique, a sa manière de fonctionner. Il y a au Maroc un théologien qui est très connu, qui a œuvré justement dans l'art de la poésie et l'a retranscrit. Et la retranscription, elle est importante parce que dans des cultures orales, maintenant, même si elles sont reconnues par l'UNESCO, il y a des choses qui se perdent. Nous, on a tous été élevés par des histoires, par des contes, par des poésies, mais on ne l'a pas matérialisé. Et aujourd'hui, je suis maman, c'est très égoïste, hein, et je me dis, dans ce qu'on m'a transmis, qu'est-ce que je peux transmettre, mais qu'est-ce qui va rester aussi ? Et c'est vrai que dans une chanson, il a repris, quand il dit que Tamra, c'est l'ancienne, c'est respectueux, ouais. Elle sera interdébile, c'est-à-dire qu'elle nous raconte les histoires d'antan. Exactement. Et c'est comme ça que moi petit, je me souviens, à l'époque, il y avait encore, même si il y a toujours eu le Kanoun, le lieu où on fait et tout ça, où mes grands-parents, paix à leur âme, on se retrouvait et ils nous racontaient, ils transmettaient quoi, à travers la poésie, les chansons. Nous, on écoutait les femmes qui chantaient, mais elles chantaient sur la vie en fin de compte, et elles nous transmettaient des choses comme ça. Oui, c'est ça. Elle transmettait toute une culture, elle transmettait aussi une manière de fonctionner, une manière de voir la vie, une manière de
de vivre une vie qui est beaucoup plus poétique aussi. Il y a beaucoup de poésie dans ce qu'on nous transmet. Et ça, je trouve ça important. C'est pour ça, quand on revient aussi sur l'histoire Tajma'at, c'est-à-dire ce rassemblement, dans certaines villes, pays... L'Assemblée, c'est l'Assemblée. Tajma'at, c'est le rassembler. C'est l'Assemblée, ouais. Et ben, c'était là où se prenaient certaines décisions. C'était le Parlement, c'est le Parlement des Berbères. Exactement, c'était à ce moment-là où les gens arrivaient avec leurs problèmes, et à l'issue de cet Tajma'at-là et de ce rassemblement-là, une décision a été prise. Donc il y a des choses comme ça qui existent encore, hein, et qui perdurent, mais... L'habitus de Bourdieu, c'était une étude qu'il a faite chez les Berbères. Tout à fait. Il est resté en impression, c'est là qu'il a découvert effectivement le fonctionnement, la sociologie des Berbères. Tout à fait, effectivement. Pour rester sur une note positive, c'est vrai que de plus en plus, on a des personnes qui essaient de retracer, qui vont... Ce qui est important, c'est vrai que ce qui a été très important pour moi dès le départ, c'est de repartir justement là où les gens vivent. Et à une heure où il y a des grandes revendications dans certaines régions, qu'elles soient la région du Rif ou la région kabyle ou autre, ces revendications-là, il ne faut pas continuer à les politiser plus. C'est des revendications qui peuvent être des revendications légitimes. Et en même temps, il n'y a pas de but de diviser. En clair, ce que vous dites en clair, c'est qu'on n'a pas besoin de diviser pour revendiquer son identité, sa culture. Il faut juste l'imposer. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on doit dire aux gens, c'est nous, on partage votre part d'universel. Est-ce que vous partagez la vôtre? Ça me fait penser à ce qu'avait dit Jean-Marie Djibaou quand il a été paix à son âme, quand il a interpellé les gens en disant mais je partage votre part d'universel. Est-ce que vous pouvez partager la mienne? Quand il parlait, lui, des Kanaks. Tout à fait, c'est exactement ça. Les Kanaks, où il y a eu des Berbères qui ont été fondé des familles. Du temps quand on a maté la rébellion d'El Mokhalani, déjà dans les années 1800. Exactement. En clair, on a du mal un peu avec l'autre. C'est ça, hein? C'est exactement ça, c'est-à-dire on est ouvert, puisque on le prouve par le fait d'avoir eu des invasions successives et d'avoir résisté à ces invasions-là. Tout à fait. Et d'être encore là. On a, je pense, prouvé, ces personnes ont prouvé qu'ils accueillaient. Et en contrepartie, aller jusqu'à la revendication, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, entre guillemets, de renié. Mais effectivement, le fait d'aller dans des termes qui sont beaucoup plus rassembleurs, beaucoup plus unis. Moi, c'est vrai que dans mon parcours, ça a été compliqué parfois, dans certains événements, d'avoir à... Parce qu'il y a des gens qui veulent cliver. Toujours, le clivage est simple. On a des gens dont c'est le fond de commerce. Il ne faut pas l'oublier, c'est comme le militantisme. Ça peut être le fond de commerce. Oui. C'est pas forcément de l'altruisme ou de l'altérité. C'est parfois de l'intérêt particulier. Tout à fait. C'est vrai que ça peut... C'est comme tout, c'est-à-dire tout dépend de la manière dont on utilise les choses. Et là, si on l'utilise effectivement juste à des fins de clivage, c'est dangereux. Et souvent, quand j'arrivais, on se posait la question de quel était mon intérêt. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt politique derrière ou vraiment il y a un intérêt culturel? Je reste vraiment sur le pan de l'artistique et de la culture, où j'ai rencontré des écrivains, des poètes, des poétesses, des peintres qui se définissent comme étant berbères et qui œuvrent pour promouvoir cette identité-là. À aucun moment j'ai voulu parler de politique à ce moment-là, mais c'est vrai que ça a été très très compliqué. Ça peut être compliqué parce que la politique est pas loin. Oui, mais parce que c'est ce qui fait ces politiciens au sens noble du terme. C'est pas la partisanerie, c'est ça. C'est là où on a du mal des fois à expliquer aux gens. Mais nous, il faut reconnaître aussi que de l'autre côté, quand on revendique notre identité, on nous traite de berbéristes, de ceci, de cela, parce qu'on a l'impression qu'on veut diviser. Donc il y a un travail à faire du côté de ceux et d'autres qui, eux, effectivement, rentrent dans ce truc, parce que ça, c'est de la provocation. Donc on peut être sensible et rentrer dans le combat, parce qu'on a quand même une fierté, on est des hommes libres, donc on ne veut pas qu'on nous impose de ça. Et de l'autre, il faut expliquer aussi aux autres que nous, on ne veut pas diviser, on ne veut pas, par exemple, on ne veut pas la partition de l'Algérie, pour prendre ce que revendique. On veut notre reconnaissance, notre identité. Et c'est ce que vous défendez, c'est ça, en tant qu'ambassadrice. C'est ce que vous essayez de porter à travers la culture, là, en disant, reconnaissez-nous, si vous voulez que je vous reconnaisse. Si vous ne me reconnaissez pas, comment je peux vous reconnaître? Exactement. En même temps, ça, c'est important de se dire qu'il faut se reconnaître, de mettre un peu de lumière sur cette culture-là. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans mon parcours, j'ai, comme dans le projet qu'on va mettre en place sur les femmes amazighs au Maroc, j'ai pour souci de faire les ponts entre les gens, c'est-à-dire révéler les talents berbères aujourd'hui. Et c'est vrai que
c'est parfois très très compliqué et parfois ça ne l'est pas. Parce que quand on est sur le domaine de l'art, ça ne l'est pas du tout. Alors, comment les gens peuvent vous aider justement dans vos démarches? Comment on peut vous contacter si on vous invite pour venir parler de l'art amazigh, de la culture amazigh, pour des choses? Comment on peut effectivement entrer en contact? Alors pour me contacter, j'ai une page Facebook qui s'articule autour de la littérature, puisque je fais aussi d'autres choses, puisque je serai amenée à animer un café Anémécom bientôt, parce que je suis très littérature. Sur la page Facebook et aussi sur le site Amazigh 24, où Omar Louisi, avec lequel je fonctionne, on peut trouver mes coordonnées là, mais surtout sur ma page Facebook, on peut me contacter. Et il y a des choses qui sont... Et c'est quoi notre page Facebook? Rachida Massilia Belkacem. Voilà. Alors Massilia, pourquoi? Alors Massilia, tout simplement parce que Massinissa, c'était le roi berbère, et Massil, c'est le nom de mon fils. Et donc, comme on dit Massinsen, leur seigneur, c'est joli. Donc voilà, Massilia, c'est pour... Massinsen, c'est là. C'est ça, c'est Massinsen, Massilissa, Massinsen. Tout ça vient de là, et Massilia, parce que c'est aussi Marseille, hein, Massilia. Je sais, souvent on me fait, à ce qu'on me demande si c'est Marseille, mais non, en fait, c'est pas Marseille, c'est vraiment... Vous, c'est le Massil de votre fils, parce Exactement. que c'est aussi les Berbères. Massil, il faut le savoir. Hein. Et de Massilissa, vous avez mélangé les deux, ce qui fait Massilia. Exactement. Donc c'est Rachida Massilia Belkacem. Ma page Facebook est très active. Voilà, donc on peut vous contacter là-dessus. Alors, vous parlez de littérature, vous avez amené un livre, parce que l'émission a touché à sa fin, un livre vous parlez des femmes, la mise en valeur des femmes berbères. C'est une belle cause que je découvre et j'apprécie, c'est réellement. C'est pour ça que c'était aussi un peu mon coup de cœur, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez des femmes sous des aspects positifs, valorisants, etc. On a toujours, ou alors on en fait trop, ou de plus, et donc vous avez amené un livre de poésie. Vous pouvez nous en parler et peut-être nous lire quelques passages, nous dire qui est cette femme? Alors, Malika Helbaoui, c'est une conteuse, une écrivaine et une parolière que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années au cours de salons du livre, notamment le salon du Maghreb, avec lesquels j'ai beaucoup échangé. Et pour revenir sur Radio Gazelle, grâce à Boualem Messabi, qui m'a permis d'avoir justement tous les mois une petite antenne où je peux parler de la culture, et notamment de la culture berbère. J'ai eu la chance de pouvoir parler de cette culture-là dans cette antenne-là. Nous saluons aussi l'association berbère de Marseille, qui est très impliquée, et son président. Hein, donc voilà. Hein, voilà. Abdelrahman, si tu nous écoutes. Donc voilà, et donc j'ai pu parler de cette amie, mais surtout de cette poétesse, Malika Helbaoui, qui a fait Contes des sages berbères. Donc voilà, un livre qui recense plein de contes, et des très jolis contes, aux éditions Seuil. Et, je vais juste le montrer à la caméra. Voilà, hein, le livre, vous voyez, vous avez le signe amazigh, hein, donc vous ne pouvez pas le rater. Hein, édition Seuil. Hein. Donc c'est Malika Helbaoui, Halbaoui, et c'est les contes des sages berbères. Voilà, c'est une femme depuis 24 ans. Au cours de certains festivals, elle lit des contes. Elle est très axée sur la culture. Elle a une page qui est fournie avec plein de choses à l'intérieur. C'est une dame qui a fait plein de choses. Et donc voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil. Alors, pour conclure pour la fin, est-ce que tu veux pas nous lire quelques extraits? Oui, je veux bien. Voilà, comme ça permettrait vraiment de lui faire un clin d'œil et que les gens voient la richesse de la poésie berbère. D'accord, alors je vais lire La fiancée de pluie. Toutes les eaux sont filles d'Edglik Engfour, le roi. Mais pour sa seule fiancée, il est Anzar, une attente torride au tréfonds de la terre. Elle est une étreinte, une alliance au printemps, là où les tambours jettent la transe en pluie d'orage, en déluge de feu, en cascade glacée, en torrent qui éveille, en larmes scintillantes qui brillent sans brûler. Voilà, c'est très joli. Oui, parce que c'est vrai que c'est exactement dans la poésie berbère, parce que nous on parle toujours, on image toujours avec la terre, on est en lien toujours avec la réalité de l'environnement, etc. quoi. C'est vrai qu'il y a une symbiose qui m'a toujours... voilà, une symbiose avec la nature. Et c'est vrai que cette notion de liberté, elle me tient vraiment à cœur. Et je l'ai senti dans mon éducation, et j'ai senti chez toutes ces femmes et tous ces hommes que j'ai eu la chance de rencontrer. Une dimension différente qui, pour moi, est importante de partager, surtout aujourd'hui. Moi, je me souviens, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez souvenir, parler de vos grands-parents, moi, ils sont décédés, je paie à leur âme. Mais je me souviens qu'enfant, j'accompagnais mon grand-père, personnellement, quand il allait chasser
avec des pièges à des oiseaux, tout ça, j'allais avec lui. Et c'est vrai que mon grand-père, je le voyais comme quelqu'un qui était en phase avec la nature, que ce soit cultivateur, etc., ou chasseur, ou même ces choses. Alors après, on n'aime pas, mais je trouvais qu'il était toujours en phase avec la nature. Il connaissait bien les saisons, la nature. Il avait vraiment, quand j'étais avec lui enfant, j'étais toujours, j'étais en adoration devant mon grand-père, donc je le dis à tout le monde, ce truc, et j'étais en adoration parce que il m'emmenait, et c'est vrai que il connaissait bien l'environnement naturel, et donc j'ai l'impression que l'homme berbère, il avait son âme, bien sûr, hein, comme tous les trucs, mais c'était ça va avec. Il était vraiment en harmonie avec. C'est ça, voilà, c'est très touchant quand vous parlez de ce lien-là, c'est un lien qui est important parce que c'est important de revenir sur ces valeurs-là, les valeurs de la terre, les valeurs que nos grands-parents avaient, on leur avait transmis, et nous, qu'est-ce qui nous reste? C'est ça qui est important aussi, de revenir sur des valeurs qui sont simples. C'est des valeurs universelles, en fait, tout simplement. Et c'est important aujourd'hui, comme je le disais, de revenir là-dessus parce que c'est tellement simple aujourd'hui de manipuler, d'oublier, de renier. C'est ce que je disais. Voilà, moi, quand j'étais petite, en France, c'est très compliqué de dire qu'on est d'origine berbère parce que souvent, voilà, on dit tu es une arabe, tu parles arabe, on y va. Ben non, il y a des berbères qui ne parlent pas du tout l'arabe, qui ont appris le français, qui parlent le berbère. Alors c'est pas en mettre en opposition avec l'arabité du tout, parce que souvent l'islam a été emmené avec l'arabité. Il n'y a pas de dualité derrière, c'est-à-dire c'est juste non. Et les berbères existent aujourd'hui, et même malheureusement dans les médias aujourd'hui, quand on parle des enfants issus de l'immigration de 2e ou 3e génération, on dit des arabes, mais il y a des berbères aussi, et voilà, et même comme on parlait des mots tout à l'heure, les mots sont importants parce que pour quelqu'un qui regarde la télé, pour un enfant, on regarde la télé, on ne se reconnaît pas. Ce qui est marrant, c'est quand quelqu'un dit je suis berbère, on a l'impression, alors berbère c'est au-delà des nations, c'est plus large. Tout à fait. Kabyle c'est des tribus, mais là on est dans autre chose. Quand on dit Kabyle, on est algérien d'abord, mais dans l'ordre, c'est vrai que ça dépasse. On a l'impression tout de suite que les gens veulent cliver, on leur rappelle parce que on est effectivement, les berbères c'est pas des arabes. Et d'ailleurs au Maghreb, globalement, il n'y a pas d'arabes, parce que quand vous allez à l'Arabie Saoudite, ils vous expliquent que si vous dites arabe, ils vous disent attendez, vous êtes d'où? Donc il y a quelque part comme ça. Est-ce que votre travail ne permet pas de réconcilier peut-être aussi un peu les gens entre eux, de réconcilier ces gens qui sont berbères et qui ne le savent pas parfois? J'espère, c'est au-delà, c'est pas une prétention de devoir réconcilier tout ça, mais en tout cas, je m'y attache fortement dans mes rencontres, dans mon travail, dans les choses qu'on met en place, de justement réconcilier tout ça, de faire en sorte que de resituer un petit peu le curseur là où il est réellement, et que ce soit quel que soit l'endroit dans le monde dans lequel on va, on a tous la responsabilité de redéfinir les choses telles qu'elles ont existé, au plus proche de ce qu'elles ont existé, et pas de galvauder, et pas effectivement de mettre tout le monde dans un sac. On a tous, c'est une richesse, une richesse que l'on partage. Voilà. Merci d'être venu partager votre richesse avec nous, Rachida Massil Belkacem, parce que je rappelle pour la page Facebook, j'espère qu'effectivement on suivra, et surtout votre projet. Je pense que quand le projet des portraits de femmes sera fait, peut-être que vous voudrez nous en parler, parce que je pense que ça intéresse nos téléspectateurs, c'est des modèles positifs. Et donc, en tous les cas, merci d'avoir accepté de venir en débattre avec nous, échanger, en parler, peut-être faire des émules de gens qui voudraient être sur les traces de leur histoire, de leur identité, de leur parcours, des parcours de leurs ancêtres. Et donc, nous, on va se quitter. Donc, merci. Merci, bonsoir. Aki. Et on se retrouve, nous, très bientôt avec un nouvel invité. Merci de nous suivre dans l'émission Made in France. Bonsoir et bonne soirée.